Au sommaire en ce samedi 22 janvier 2022. Franck commence par le sujet suivant. Puis, La peur du Covid a tué la faculté de penser. ensuite, Les emmerdements, c'est pour Macron. et encore, Strasbourg, Ibiza, MC Kinsey, etc. retrouvons de suite Franck Muller. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info. Ravi de vous retrouver, l'actualité vue par Franck Muller et nous sommes samedi 22 janvier. Bien, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages d'encouragement et merci aux, je crois, 2 personnes qui nous ont adressé une petite aide financière cette semaine. Grand merci à eux. Le Covid. Le Covid, c'est un vrai tueur. Jusqu'à ce jour, il a tué la grippe, le cancer, les maladies cardiaques. Il a tué la faculté de penser, la logique et le bon sens. Il a tué l'économie, la classe moyenne et des millions d'emplois. Il a tué des millions d'entreprises, les connexions humaines, l'amour et la compréhension. La compassion. Se regarder, s'aimer, se toucher, fraterniser, se faire la bise, tout simplement, lorsqu'on est heureux de retrouver des personnes. Enfin, posez-vous quand même une bonne question. Je n'ai jamais vu une pandémie mondiale où on vire les soignants, où on supprime les lits, où on rend l'accès aux tests payants, et l'hôpital est réservé aux gens vaccinés, en quelque sorte. Mais rappelez-vous, si on avait 4900 lits fermés en 2017, 4200 lits fermés en 2018, 3100 lits fermés en 2019, 5700 lits fermés en 2020. Macron avait 2 ans pour reconstruire la digue de l'hôpital. C'est le premier des irresponsables dans ce pays. Ils n'ont rien fait pour l'hôpital. On ferme des hôpitaux, donc le reste des malades va dans les hôpitaux qui sont restés ouverts, et après on va dire « Mon Dieu, les hôpitaux sont surchargés ». Mais bon sang, bien sûr, si on enlève un tiers des hôpitaux, c'est sûr que le reste de la population va être obligé de s'entasser dans les établissements qui seront restés ouverts. Voilà. Donc, et puis là, en ce moment, ils sont très très forts. Hein. Ils viennent de faire passer la mesure la plus liberticide du monde, c'est-à-dire ce passe vaccinal, pour embêter des gens qui ne sont pas dans les légalités, parce qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale, donc il faut déjà le faire. Juridiquement, c'est pas bon. Et on vous fait croire qu'on est en train d'alléger les mesures sanitaires. C'est quand même fort, très fort. Hein, voilà. Alors, il y a un truc qui est assez surprenant. On vous vaccine la première injection, la deuxième, la troisième, le rappel, la dose booster, etc., etc. Puis là, je veux dire, plus rien n'est rationnel scientifiquement, si déjà cette histoire de vaccination était déjà rationnelle, mais bon. Le passe vaccinal attribué dès la première dose, si on l'a fait avant le 15 février. Donc, vous n'êtes pas vacciné, dépêchez-vous et en prime, votre cadeau bonus, c'est le fait d'avoir votre passe. Hein, voilà. Avec une piqûre, vous aurez déjà votre passe. Voilà. C'est plus de la médecine, hein, je sais plus. Voilà. Hein. Je répète, Castex, pour toute personne se faisant vacciner avant le 15 février, le pass vaccinal leur sera attribué, même en l'absence d'un schéma vaccinal complet, sous réserve de faire leur deuxième dose dans un délai de 28 jours et de présenter un test négatif de moins de 24 heures. Voilà. Hein. Enfin, on vous dit, il faut en faire une avant le 15, et dans les 28 jours, il faut en faire une deuxième quand même. Hein. Ben, Gilles, mon technicien, il a fait la deuxième. Et il est en train de souffrir énormément. D'après ce qu'il m'a dit, il m'a envoyé un message. Voilà. On arrête sur le sanitaire. Encore que. Et on attaque Macron. Je passe à la deuxième partie. Macron pourrait peut-être avoir des emmerdements, et comme dit le dicton, les emmerdements, ça vole en escadrille. Voilà. Hein. Donc il a tenté un pari préélectoral, celui d'emmerder les non-vaccinés, pour se refaire une santé auprès de ses admirateurs. Des gens qui ont un peu peur
et notamment les retraités, qui ont peur de mourir et qui sont accros au vaccin, avec le cerveau bien lavé par tous les médias qui sont inféodés au pouvoir. Mais il me semblerait qu'il y ait quelques petits problèmes qui arrivent. Voilà. De toute façon, rappelez-vous que Macron a réduit, ne parle plus de politique même, il ne parle que de ce n'est que de la communication, une communication électorale. On l'a bien vu, notamment à Strasbourg, voilà. Alors, ce que je serait bon de rappeler, c'est que déjà Emmanuel Macron avait donné une conférence de presse sur la présidence française de l'Union en courant décembre, qui n'avait intéressé très peu de personnes et qui avait fait beaucoup moins que le débat Mélenchon-Zemmour. Donc il y a 2-3 jours, à Strasbourg, je vous en ai parlé devant la presse, sa prestation a un peu tourné à une dégringolade. D'abord, il faut savoir, personne ne vous l'a dit, mais les journalistes européens ont quitté la salle parce qu'ils ne pouvaient poser aucune question à Macron. Et oui, il n'y a qu'en France où la presse est aux ordres, mais par contre la presse européenne a été très très déçue et a quitté l'hémicycle de l'Union européenne à Strasbourg du Parlement. Et puis il faut se rappeler quand même que Macron est arrivé au Parlement sous les huées de la foule, comme les images que je vais vous passer. Arrivée d'Emmanuel Macron. Donc, vous avez vu les huées de la foule, voilà. Et puis, bien entendu, on en a parlé, il y a eu plusieurs orateurs qui se sont succédés à la tribune du Parlement, notamment Bardella et bien d'autres, pour dire tout le bien, ou plutôt tout le mal qu'ils pensaient de la présidence Macron. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a un petit peu des discussions tendues avec l'Allemagne sur la remise à plat de ce qu'on appelle l'orthodoxie budgétaire prônée par le traité de Maastricht. Voilà. Donc, cette présidence française de l'Union est loin d'être la marche triomphale que le président imaginait sans doute. Il pensait se servir de cette présidence comme la marchepied pour se faire mousser auprès des électeurs français. Mais bon, voilà. Puis, au niveau du gouvernement, sur le front intérieur, même hors Europe, si vous voulez, Ibiza. Blanquer, ça va être le bouc émissaire désigné pour un sacrifice humain dans les jours à venir. Faut dire que ce monsieur avait quand même pas mal pédalé dans la semoule. Combien? Une 50aine de protocoles sanitaires en 18 mois. Et puis là, c'est plus la semoule, c'est une désagréable paella de son séjour espagnol à Ibiza, durant la trêve des confiseurs, pour rester dans les idées culinaires. C'était, je crois, le 49e protocole. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Des activistes sont venus danser en maillot de bain sous les fenêtres du ministère. Je vous laisse regarder, c'est assez réjouissant. Là, vous avez vu donc la dérision, la caricature. Voilà. Et alors, il faut quand même savoir que la compagne de Jean-Michel Blanquer, c'est une journaliste qui s'appelle Anna Cabana, qui a fait dans plusieurs titres de journaux parisiens, et qui a animé un débat sur une chaîne de télévision israélienne qui s'appelle I24, c'est un genre de BFM ou de CNews, à la sauce un petit peu israélienne, c'est de l'international. Et donc, elle parlait de Blanquer, qui est son mari, puisque son mari est début janvier. Je vais essayer de vous passer un petit extrait. Et elle en parle comme si c'était un illustre inconnu, alors que c'est son mari et son compagnon depuis quelques années déjà. Peut-on donner un meilleur sentiment de connivence entre les médias et les politiques? Je vous laisse regarder, vous allez voir. Je reprends.
Ouais, c'est assez surprenant, mais c'est... Non, non, je ne le connais pas, ce monsieur. Et puis, en fin de compte, c'est son mari. Franchement, bon, nous avons eu la deuxième grève des enseignants. Bon, pas sûr que Blanquer puisse tenir jusqu'au présidentiel à ce rythme. Hein. C'est quand même un maillon faible maintenant dans le gouvernement. À l'approche des élections, pour Macron, ça va être un peu le casse-tête. Bon, casse-tête. J'ai dit un casse-tête, hein, je n'ai pas dit casse-texte. Bon. Par contre, il y a une chose qui peut rappeler. Vous savez, l'agence McKinsey, hein, là où travaille le fils Fabius, hein, qui conseille sur la politique sanitaire, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont fait des grandes études, mais on a quand même besoin de faire appel à des cabinets privés pour gérer la France. Hein, et leur donner, je crois, 2 millions d'euros par mois, il me semble. Hein, voilà. Hein. Et le Sénat s'est réveillé et a ouvert un front inattendu contre le président, l'audition de McKinsey dans le cadre d'une enquête sur le recours de l'État au cabinet de conseil privé. Oui, parce que c'est bien beau de dépenser l'argent public comme ça, mais donc le Sénat se pose des questions, quelle était vraiment la nécessité de faire appel à ce cabinet privé. Voilà, hein. Donc, le représentant du cabinet américain qui emploie le fils Fabius a peiné à justifier d'utiliser à des fins de très coûteuses missions, si vous voulez, achetées par l'État, notamment par le ministère de l'Éducation nationale aussi, voilà. Donc, il y a eu une audition transmise à la télé qui a eu un effet désastreux, voilà. Hein. Et donc, on pourrait presque penser à un départ d'incendie, voilà. Rappelez-vous que le rôle de cette agence McKinsey dans la gestion de la crise sanitaire est tout sauf clair et transparent. Et si on déroule le fil, quand même, le fils Fabius qui va donner une politique, qui va donner des conseils, et puis c'est son papa qui, au niveau de l'État, du Conseil constitutionnel, va approuver ou désapprouver. Comment peut-il faire pour désapprouver les idées, les conseils de son fils? Voilà, donc vous voyez bien qu'il y a quand même des sacrés conflits d'intérêts. Hein. Voilà. Donc ils vont essayer de limiter les dégâts hein, dans les 2 mois à venir. Voilà. Hein. Mais enfin, on s'est aperçu quand même que cette audition malheureuse a nourri le sentiment de conflit d'intérêts, de gaspillage des fonds publics par l'équipe au pouvoir. Nous sommes bien d'accord. Et puis, il y a un souci de financement au niveau des différents partis de la majorité présidentielle. Il y a des tensions entre le nouveau parti d'Édouard Philippe et puis un autre sous-parti qui s'appelle Agir de Franck Reisler. Voilà. Donc, il y a des échanges qui semblent un peu animés entre La République En Marche, le MoDem, pour financer la campagne, puisque ça coûte des sous. Et sur le Parisien, notamment, on a vu certains articles. Pour le premier meeting de la maison commune de la mutualité, sous la bannière Ensemble Citoyens, un accord a été trouvé. Ça devrait coûter 200 000 euros hein, pour faire un meeting, financé aux 3/4 par LREM, En Marche, pour 150 000 euros, et 1/4 par le MoDem, 50 000. Et il semblerait que le petit parti Agir, vous savez, les anciens LR qui ont basculé chez Macron, avaient apporté une petite contribution, mais vraiment minoritaire. Voilà. Donc, cette entrée en campagne pour Emmanuel Macron ne semble pas particulièrement heureuse, ni annonciatrice de bonnes nouvelles, et on peut espérer que d'autres mauvaises nouvelles vont se succéder. Peut-être que le pire est à craindre, mais cette offensive ciblée, clivante contre les non-vaccinés est un peu perdue. Vous s'apercevez qu'ils sont en train de changer, c'est un petit peu ce qu'on appelle le narratif de l'urgence sanitaire. Même dans les médias subventionnés, le fait que Omicron soit contagieux, mais pas trop virulent au niveau de l'attaque sur la santé des personnes, du coup, ça va aider à estomper les arguments pseudo-sanitaires. Voilà, hein. Et si ce pass sanitaire qu'on veut à tout prix nous imposer serait, si vous voulez, le dernier
la dernière bataille qu'aura menée Macron et qui pourrait être perdue. Ça pourrait être peut-être quelque chose de décisif. Voilà, on verra, on verra. Soyons très très à l'affût de toutes les petites choses qui peuvent survenir un petit peu dans la presse, à droite, à gauche. Et voilà, essayons d'analyser les signes et voyons ce que va donner l'opposition. Je pense que Pécresse n'arrive pas à faire son trou, même si on a essayé de la monter en épingle. N'oubliez pas, c'est aussi une young leader comme Macron, qu'elle a aidé, que son mari a aidé pour la vente d'Alstom. Donc ils étaient bien complices, Macron et elle, pour gérer un petit peu tous ces phénomènes à l'époque. Elle aussi en tant que ministre aussi précédemment. Enfin bref, je vous en ai déjà parlé. On va s'arrêter là. En tous les cas, je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci. N'oubliez pas de partager. Je compte sur vous. N'oubliez pas de nous aider financièrement. Et puis, à bientôt. Au revoir.